Toutes les personnes que nous avons rencontrées, elles nous ont cédé une sorte de responsabilité, une certaine pression sur les épaules en fait. C'est la première fois qu'on est témoin et qu'on voit en image, en tout cas, une part de ce conflit. J'ai compris qu'il y avait réellement deux narratifs pour une même histoire, que les deux peuples avaient souffert et souffrent encore aujourd'hui. On a rencontré des personnes aussi bien du camp palestinien qu'israélien. Ça dérape quand on nous singularise dans une seule et unique identité. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Parce qu'il y a pour le moment des lanceurs d'alerte. Notre rôle à nous, c'est de transmettre l'information et les sentiments qu'on a vécus, les rencontres qu'on a faites, partout où on peut le faire. A few days ago, I sent a message on the Twitter just to encourage, people to come to visit and to see things by their eyes and to engage directly with the people. It's completely different when you hear about things or when you see things and when you live things. This is a very important thing. I'm sure that you will see many things, but keep in mind, in the eastern side of West Bank, you will see it's like a line of settlements. If you put them and you go to the map, you will find that it's on the same line on the eastern side. And also in the western side, and also between. That's the case. It's part of the fragmentation. This is part of the fragmentation of the Palestinian society. Keep that in mind. When you go, I want to make sure that we are all aware that we are in an occupied territory, as you know. We're in a settlement where the control is military control all around us. We're driving into Hebron, one of the most violent and aggressive settlements in the occupied territories. Okay? We have to understand this, and we'll talk a little bit about the potential reactions that maybe some of us will get inside the city. Montez votre feuille bleue aussi. Voilà. Alors tout le monde va montrer son passeport. Tout le monde va montrer son passeport.
Guys, so they're asking to see IDs, and then we can cross. So, מי שמראה לך יעבור, בסדר? Okay, guys, so let's stand here, okay? This will probably be solved, right? But let's understand the dynamic for Palestinians, right, who live here day in and day out. They have no one they could reach out to. But this is part of what helped turn Hebron into the ghost town that we see. אנחנו נלך למשטרה, ואנחנו נלך לעורכי דין. תלכי לעורך דין, מה את רוצה מהחיים שלך? בסדר, אחי, אמרת תודה. Ils ne veulent pas nous laisser entrer. This isn't an easy situation. You have nothing to fear. Okay, I can promise you have nothing to fear. I know that it's not comfortable, but we have the privilege, you have the privilege of being internationals, being tourists. These roads, these shops are not closed because, you know, it's a holiday or because it's a, you know, a specific day of the week. They've been closed this way since 1999. Some of the shops have been closed since 1994. Right? The owners of the shops got no compensation. And in many places we see some of the shops being taken over by the settlers. Okay? Let's continue on. A soldier who served in that base on top of the hill over there told us that their official order on the wall was to disrupt the day-to-day life of the Palestinian population. The orders of the soldiers is to create a feeling for Palestinians that there's an Israeli soldier sitting on the shoulder of every Palestinian. It could be in the checkpoint, it could be on the road, but that could also be in your cell phone. Here there are still Palestinians who live, specifically in these 3 houses. And you can see that there's nettings around the balcony to protect them from settler violence. And you can see the stones on top of the cage. You will reach the point. You will not find us. Now we have 6 Palestinian human rights organizations are announced as terrorist organization. They indicted me 2016 with 18 military charges. It's in our shoulder like that. They are waiting the right opportunity to get rid of all of us. Do we have protection? No. Do we have someone backing us up? No. The question is, what do we have to push as real points to make the situation different? Because we can recognize it, and okay, that's part one, we recognize it's apartheid, but then, knowing that, what is the agenda? Knowing all the stuff we know about it, knowing all the settlements that are already here, what is the agenda then? Yes, I want to be equal. I feel equal to. About apartheid, you know, when we describe what is happening to me as an apartheid, it's not only you will describe that. Tal Shapiro, the former American ambassador to Israel, 2016, described what is happening in West Bank as double standards. 2 sets of law in the same area for different people. Kerry himself described it as an apartheid, and he, in a way or another, you know, said, okay, something like that. Many politicians, they describe it as because it is apartheid. I want, when we describe in our glossary the reality on the ground what it is, then we can convince people to join. Increasing the cost of the occupation, the smartest campaign is to target the Israeli settlements. This is what I'm doing. This is what I believe in. Mais donc l'idée,
c'est vraiment de déposer ce qu'on a appris aujourd'hui, ce qui nous a interpellés, ce qui nous a touchés. Ok, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, parler d'un moment marquant de la journée, quelque chose qui a été riche en émotions ou en apprentissage? J'ai découvert Hébron, j'ai découvert l'histoire d'Hébron et j'ai découvert l'occupation. En fait, je n'avais jamais été dans un endroit occupé. L'agressivité des soldats, mais aussi ces rues désertes et cette vie qui a disparu. Et je trouvais ça extrêmement violent, en fait. Donc, très, très fort. Et j'ai l'impression que j'ai compris un peu ce que c'était un pays en guerre. Ça, c'est une chose. Et puis, en même temps, il y avait Avner et sa force et son trajet et sa lumière qui nous a éclairés, accompagnés, qui était sérieux, mais en même temps détendu et concentré et qui nous a vraiment accompagnés pour comprendre et vivre ça. Il était, je trouve que quel travail il a fait sur lui-même pour réussir à porter un tel regard systémique. Donc, il n'était pas à critiquer une discrimination sur le moment, là, à Hébron, mais à le replacer dans une logique d'organisation, de planification. Comment quel trajet il faut faire pour pouvoir être aussi critique vis-à-vis de son propre État, et qu'il aime, par ailleurs, je pense. On a beau lire des articles de journal, voir des reportages, on ne pourra jamais se rendre compte de ce qui se passe réellement sur place si on n'y va pas ou si on ne le vit pas. Et donc cette expérience nous permet de, entre guillemets, ouvrir les yeux et se rendre compte de la triste réalité. Si moi je suis que témoin, eux ils vivent ça, c'est leur vie, ils sont nés là-dedans, et eux ils arrivent à tirer encore des ressources d'espoir. Mais moi je dois avoir espoir en fait pour ces gens-là. Israël est devenu tellement puissant et tellement fort, et personne ne l'arrête. Et moi ça me glace un peu le sang en entendant ça, parce que je vois bien, enfin je sens bien. Donc voilà, moi en tant que juive, parce que je parlais de chacun de nos expériences, moi en tant que juive, c'est vraiment très heurtant aussi. Cette fois-ci, on a été bloqués et c'était beaucoup plus violent, je trouve, surtout pour une partie du groupe où on a dit qu'on était peut-être palestiniens, puis il y a eu les membres du groupe qui sont des jeunes femmes voilées, et le voile encore une fois a fait son effet. D'ailleurs, je félicite toutes les femmes voilées qui sont restées fortes, les de marbre. Et je me dis que moi, en tant qu'éducateur, si je dois accompagner des jeunes de Molenbeek ici, je ne sais pas si elles auront la force et la maturité qu'ont eu nos amis ici présents. Moi, j'ai emmené, et il faut le faire, il faut amener des jeunes Molenbeekois ici. On l'a fait avec des jeunes Molenbeekois, des jeunes de Uccle, des jeunes... Pourquoi? Parce qu'ils sont bouleversés par ce qu'ils voient ici. Mais ils rencontrent aussi des Avner. Et ils peuvent dire, moi j'ai parlé avec Avner qui m'a dit des choses, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'un soldat, c'est ce qu'on a entendu beaucoup de nos jeunes, comment un soldat israélien, comment est-ce qu'il peut s'opposer à son gouvernement? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Donc je pense que ça c'est notre responsabilité et c'est pour ça que nous devons continuer à amener des jeunes, c'est pour ça que nous devons continuer à renforcer tout ce que nous sommes en train de faire ici. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais ça doit nous permettre petit à petit d'avoir une influence. Et c'est important que les gens ici qui se battent comme Avner et comme Issa sachent qu'ils ont un appui permanent de notre part. À tous les niveaux, nous pouvons le faire. Ils sont blessés des deux côtés. Ils sont très très blessés dans cette situation très tendue. Et c'est vraiment horrible. C'est horrible. Et chaque fois, moi je suis traumatisée, je peux le dire ici, parce que les bruits et tout le temps, les roquettes, c'est tout le temps. On le voit comme les vagues. D'un point de vue psychologique, les enfants qui ont vécu ces traumatismes, est-ce que vous avez des études qui nous disent qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils vont être soldats, quand ils vont être des futurs citoyens? Est-ce qu'il y a un nombre d'enfants qui vont devenir de plus en plus des délinquants ou bien des marginaux? The last war, where I don't know, it was 8 months ago, we still see kids that are afraid to go to school
that stayed at home, that don't want to get out to public places because they're afraid that the alert will catch them. So you see it in a lot of aspects of life. Dans les périodes intenses, est-ce que vous avez quoi, une alerte par jour ou plusieurs alertes par jour? Il y en a des jours qu'on a plusieurs fois des alarmes. Sonores, en fait, ce sont des grands... Ouais, tu vas aller, Tseva Adom, la rouge, la couleur rouge, ça va être, ça peut être maintenant. Mais ce on doit faire, c'est juste de... Il n'y en a aucun abri, aucun abri ici. C'est intéressant, ça. This is a private shelter, private home shelter. I myself had the great privilege to hide here when there was a bombarding. So I ran here, it was opened and I get here. But a part of the entrance here, they are not used. Sometimes we are thinking if we remove this or not, but it's still here. Et quand on parlait d'asymétrie, ok? Là c'est flagrant l'asymétrie, ok? Un kibbutz, un État qui protège ses citoyens, surtout le kibbutz, qui protège ses citoyens. Et la question qu'on doit se demander, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? Est-ce qu'on peut ignorer ce qui se passe de l'autre côté? Okay? If you have questions to Arnon or Anat, because we want to move and to see the fields and Khan Yunis, yeah. Why did you make a choice to live in a kibbutz? In a kibbutz? Well, we get asked a lot why raise children or why stay with children here, and it's a challenge. It's a good question. It's a dilemma, and especially when there's escalations, you think about it. But I think the fact that we're in this together and everybody helps each other, it's very, very strong. You can see this tower, Mattel Tower, the antenna in there. This is full of sensors, cameras, thermic cameras. They can see everything that moves along the border. And you can see another post. This is a pillbox, and there is a machine gun. All of these antennas, they transmit all the data to one place. If they see something move, they can also automatically shoot him without sending soldiers. Ce qui m'a frappé, c'est le monsieur qui nous a présenté le kibbutz, tout ce détail, les drones, les caméras, les capteurs de mouvement, voilà, voilà, le mur, tous ces détails vraiment pour traquer ces pauvres gens. J'ai eu un sentiment, je me suis dit, comment on peut vivre de ce côté-ci, dans tout ce luxe, entre guillemets, avoir autant d'eau à gaspiller, entre guillemets, je mets bien entre beaucoup de guillemets pour des plantes, donc de l'autre côté, les gens n'ont pas de quoi boire, des choses élémentaires. Et puis, le monsieur, il en parlait d'une sérénité, mais déconcertante. En fait, je continue vraiment à ne pas arriver à comprendre les motivations ultra profondes du fait que des gens choisissent librement de continuer à habiter là, et je ne peux pas, je ne peux pas m'empêcher d'y voir quand même une volonté d'occuper l'espace, en toute connaissance de cause.
Il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de problèmes, et je vais me contenter d'en citer quelques-uns. Dans le plus grand, c'est la question de la destruction, de la démolition. Et chaque année, Israël détruit plus ou moins 2500 logements. 2500 logements chaque année. مثلا الدولة بتعمل على تسكين أكبر عدد ممكن من العرب على أقل حيز من الأرض. L'État, elle fait en sorte de loger un maximum d'Arabes dans le plus petit lot de terrain ou espace. بالعكس أكثر عدد ممكن من أقل عدد ممكن من اليهود على أكبر مساحة ممكنة من الأرض. Contrairement à cela, elle fait habiter ou elle loge un minimum plutôt de citoyens de confession juive dans des terrains très vastes. طبعا هذا في إطار سياسة مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها من العرب. Ça fait partie de leur politique de confiscation des terres et de les spolier aux Arabes. طبعا باختصار احنا في 1997 أقمنا مجلس إقليمي للقرى غير معترف فيها. Donc en 1997, on a mis en place ce conseil régional, ou on peut dire régional, des villages non reconnus par l'État d'Israël. فاحنا وحدنا النضال ضد سياسة الدولة، نضال مدني طبعا. On a unifié notre militantisme contre cette politique de l'État. Moi, ce que je retiens, c'est cet échange avec le représentant des villages non reconnus. Et je trouve quand même que c'est particulièrement cynique d'avoir des citoyens auxquels on reconnaît aussi peu de droits. Parce qu'à la limite, qu'on se dise par rapport aux Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza, c'est tout à fait dégueulasse et c'est totalement injuste, mais qu'on ait le cynisme de dire que ce sont des citoyens de notre pays, mais qu'on les reconnaît aussi. Enfin, on n'a même pas idée de ce que ça peut être d'avoir un village, enfin, un lieu de vie non reconnu chez nous. Enfin, ça, c'est un truc totalement hallucinant. Ils ne sont pas palestiniens, ils ne rentrent même pas dans le sujet et l'objet qui nous concerne, et ils sont traités comme du sous. Alors tu te dis, si c'est comme ça déjà par rapport à une catégorisation ethno-raciale sur le territoire, qu'est-ce que ça doit être dans la construction qu'on peut avoir par rapport aux Palestiniens? En fait, c'est la transition, pour moi, qui a été dure entre le kibbutz et le village bédouin. Et en fait, au-delà de tout ce qu'ils nous ont expliqué, je me suis vraiment demandé comment, au XXIe siècle, on peut encore accepter qu'un citoyen israélien, parce que ce sont des citoyens à part entière quand même, ou pas, c'est des citoyens israéliens, accepter une catégorisation dans la citoyenneté. Toi tu peux pas. Et je me suis dit, mais en fait, on est à l'apartheid. Voilà, clairement, c'est ça en fait, ça n'a pas d'autre nom. Et là, je ne peux pas mettre de la nuance. J'ai difficile, vraiment, personnellement, difficile à mettre de la nuance, de dire, oui, il faut entendre que... Non, là, c'est très compliqué pour moi de me dire, mais non, ce monsieur, il a le droit d'être là, il paye ses impôts, mais en contrepartie, il n'a rien, il a au contraire que de la misère. Moi, je voulais dire, c'est vrai, Imen, que... on n'est pas dans la nuance quand on voit ce qu'on a vu cet après-midi. Évidemment, mais ce n'est pas cette nuance-là que nous recherchons. Nous cherchons à voir des gens comme Nava et des gens comme les Palestiniens qu'on a vus hier et ça c'est ce que moi je conçois comme notion de la nuance. C'est pas de voir des gens qui sont des sous Untermensch quoi, parce que c'est ça qui se passe. Moi quand j'ai été confrontée à ça en 2001, je n'en revenais pas, je ne savais même pas que ça existait en Israël. Donc voilà, moi je voulais dire qu'on est au début et qu'on a tout un chemin à parcourir, des rencontres exceptionnel à faire et que ça va nous permettre vraiment à tous de vraiment affiner notre perception et de voir les actions qu'on pourra mener par après. Voilà. What we are going to do today is a short overview of some of the East Jerusalem issues. So here I'm zoom in to East Jerusalem. All the brown areas are
Palestinian neighborhoods. Okay, this is the old city in the heart. All of them became part of Israel, but they did not get citizenship. Okay? When there were a lot of attacks in Israel during what we call the Second Intifada in the 2000s, Israel decided that we have to have a wall to protect us, not to allow terrorists to come from the West Bank into Israel. Et alors, tu as des écriteaux, et ici il y a marqué Tahbir Jarimat al-Harb, c'est-à-dire que l'évacuation de ces maisons, la confiscation de ces maisons, c'est un crime de guerre. East Jerusalem includes many Palestinian neighborhoods. One of them is Sheikh Jarrah. That if you came here in 1966, you were in Jordan. But since 1967, this place is called Israel, according to the Israelis. Of course, the world is not recognizing this occupation. Il y a plusieurs lois qui sont des lois racistes, qui virent vers l'intérêt des colons. Et donc, ils ont fait cette réclamation d'expulsion avec de faux papiers, de faux actes de propriété, mais on sait que la loi les protège. Comme vous pouvez le constater, le quartier est fermé et vous allez encore le constater en y accédant. C'est fermé, c'est bouclé. Donc moi personnellement, si je sors de chez moi, je viens ici et je reviens chez moi, je dois prouver que j'habite, que je réside dans ce quartier. Et je suis content que vous soyez là pour que vous soyez témoins des méfaits de cette colonisation et des actes haineux que pratiquent ces colons ici. Au début, on apprend, on lit, on s'informe, on regarde, on écoute, et on a des éléments de compréhension. Mais avec le temps, ça s'efface. Ça se floute. La mémoire, c'est ça. L'être humain est obligé d'oublier. On est incapable d'emmagasiner dans notre esprit tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons comme expérience. C'est pour cela que aussi dans la culture juive, il y a deux impératifs. Le premier, c'est de ne pas oublier, et le second, c'est de se souvenir. Ce n'est pas la même chose. Lotishkach, zachor, deux choses différentes. Les nazis ont essayé de totalement déshumaniser leurs victimes. Nous essayons de faire exactement l'inverse. Et c'est quoi la symbolique que ce n'est pas encore fini? C'est-à-dire le travail continue, Exactement. ou la recherche continue, ou la recherche de la vérité continue, c'est ça? Exactement. Nous savons que dans certains territoires, nous n'avons plus de traces. Des villages entiers ont été totalement, les communautés juives ont été totalement annihilées, décimées. Non pas seulement les personnes, mais leur mémoire, leur souvenir. Le fait même qu'elles ont existé là-bas, totalement été effacé.
Nous avons jusqu'à aujourd'hui près de 4 800 000 noms de personnes assassinées. Mais nous savons qu'il manque 6 millions. J'ai pas pu finir la visite parce que je me suis effondrée. Et alors, il y a une jeune fille israélienne qui vient, juive, qui me prend dans ses bras et qui me dit en hébreu, l'intonation de sa voix, je comprenais qu'elle voulait me réconforter. Et je voulais juste, voilà, je voulais juste qu'elle me laisse. Elle m'a pris dans ses bras, ça a duré quand même 2 minutes. Et puis bon, elle dit maintenant, I need to go. Ok. Bref. Et je me suis dit, regarde, cette fille, elle me croit juive, elle m'a prise dans ses bras. J'ai été suffisamment lâche de ne pas avouer que j'étais musulmane parce que j'étais tellement dans ma douleur, dans ma souffrance que j'avais pas le courage d'encaisser quoi que ce soit. Je voulais plus rien savoir. Je voulais plus entendre parler de religion. Je voulais plus entendre parler de langue. Je voulais être humain, point barre. Voilà, c'est tout ce que je voulais. On a tous entendu parler de ça, on a vu des films là-dessus. Et moi, je me disais que j'étais un peu immunisé, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup travaillé sur des sujets comme ça. J'ai utilisé des documents d'archives. Je me disais que voilà, bon, peut-être que ça me toucherait un peu moins, mais en fin de compte, non. L'humain reprend le dessus. Au fur et à mesure qu'on avançait dans les différentes galeries, j'avais l'impression du déjà-vu dans l'histoire. Il y avait des aspects pour moi de l'histoire, une espèce de boucle qui se répétait. Les choses dérapent quand on se singularise sur une seule identité. Je suis allemand, je veux le Reich. Je suis juif, je suis uniquement juif. Je suis palestinien, je suis uniquement palestinien. Je suis musulman et uniquement musulman. Je suis juif et uniquement juif. Ça dérape quand on nous singularise dans une seule et unique identité. Je vais parler de quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec les 2 derniers jours, parce que bon, là, il y a pas mal de choses à dire, effectivement, il y a pas mal d'émotions, etc. Moi, pour moi, ça va, parce que le groupe est formidable, on peut vraiment aller vers qui on veut, j'ai jamais eu l'impression que je dérangeais qui que ce soit. Je trouve que c'est un groupe qui est vraiment extraordinaire dans sa diversité, dans sa richesse, dans sa communication, dans la fluidité des rencontres, dans l'absence de ghettoisation multiples et diverses. Pour avoir fait déjà quelques groupes comme ça, voilà, je trouve qu'on est un groupe exceptionnel et j'ai pas peur de le dire. On est là, on a traversé. Oui, c'est ça, c'est le quartier où il y a les maisons Baos, tout ça. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que je voudrais voir. Et après on arrive sur la mer. Et après, parce que on va de la mer. Parce que là, on remonte. Il y a une expression chez nous, on dit elle est où ton oreille? Et en fait, pour être compliqué, au lieu de dire juste elle est là, on dit qu'elle est là. Vous êtes vraiment compliqué, hein, Yasmina? C'est vraiment compliqué. Mais ça, c'est les Arabes. C'est nous. Ah, les Arabes, c'est pas les États.
On vient rencontrer des ONG, des écoles, des deux côtés, de la population. Et donc voilà. Aujourd'hui c'est du temps libre, donc on se promène. Moi je me posais une question, parce qu'on nous dit souvent Tel Aviv c'est un peu une bulle. Oui. Et donc ceux qui habitent Tel Aviv sont un peu dans leur monde, etc. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ah, Non. du coup ça pire quoi. Là, en fait, Tel Aviv, c'est une bulle par rapport au reste du pays, parce que c'est une capitale, c'est un petit peu à l'image de New York, où il y a plein de nationalités qui se rencontrent, des gens du monde. Ou Bruxelles quoi. Mais il y a des Américains, il y a des... Enfin, je sais pas, il y a des gens de partout dans le monde, en fait. À Yafo, c'est ça, c'est cette possibilité de vivre ensemble. Et ça, c'est agréable. C'est ça, c'est ce qu'on a dit, donc on va les découvrir par nous-mêmes. Ah ouais, et c'est ça le but du voyage, c'est vraiment de découvrir en fait. C'est pas un mythe, hein. On vit vraiment ensemble. En Cisjordanie, le problème, c'est que c'est des tout petits bouts de terrain qui sont collés les uns aux autres. Et c'est malheureux, mais ils n'arrivent pas à cohabiter. Et c'est dommage parce qu'ils pourraient. Il y en a beaucoup des villages arabes, il y a beaucoup de villages israéliens. Franchement, il suffit de prendre l'autoroute, d'aller un peu dans le nord. Tout se jouxte, tout est à côté. Et puis c'est un tout petit pays. Franchement, c'est quoi? C'est 50 km pour aller au plus près. Donc c'est quoi? C'est 1 heure de route. C'est pas... Donc il y a quand même des belles histoires. Il n'y a pas que un conflit. On aimerait que ce soit pas un conflit. Oui, c'est ça, tout le monde. Hein. Alors, je suis israélien, je suis juif, je suis universitaire, historien, et je suis né en Europe, arrivé ici enfant. Et l'un des malheurs de cette région en général et de ce pays en particulier, c'est que nous avons laissé la religion, une certaine lecture de la religion, investir le champ politique. Et lorsque l'on laisse la religion investir le champ politique, cela donne des résultats épouvantables. Nous avons permis à un conflit national de devenir petit à petit, de plus en plus, un conflit identitaire de type religieux. C'est ça qui s'est passé. Ce qui nous empêche, nous, Israéliens, de voir la vérité en face. Et la vérité, c'est que l'occupation nous tue. Alors, faut-il désespérer de la paix dans cette région? Des gens disent de plus en plus un État palestinien est une chimère, ça ne marchera jamais. L'Israël n'en veut pas. Il y a de plus en plus de Palestiniens, de jeunes Palestiniens qui n'en veulent pas non plus. Ils n'y croient plus. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir un État unitaire, un État unique, mais un État unitaire, c'est une invitation à la guerre civile. C'est pas compliqué. Il n'y a qu'à regarder autour de vous, voir au Liban, en Syrie, partout. Je veux dire, est-ce que vous imaginez que ça va marcher? Est-ce que vous imaginez que les Juifs vont accepter qu'un Palestinien soit le Premier ministre ou le chef d'état-major? Enfin, tout ça, c'est de la folie, n'est-ce pas? Je comprends d'où ça vient. Et moi, ce que je dis, c'est que la phase de l'État palestinien souverain est incontournable. La phase. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce que je vois très bien, dans un avenir plus ou moins long, c'est une confédération. Alors on me dirait, mais comment ça va pouvoir se faire? Je ne sais pas trop maintenant, mais je sais que ça se fera. Et ça se fera pour une raison très simple. Il n'y a pas d'alternative. This Palestinian terrorist to my right is my brother, my dear brother, Bassam Aramin. He probably is the closest person to me. I admire him. I look up to him. And I take a lot of strength out of him and my other brothers and sisters, Israelis and Palestinians, members of this group, unique group of ours, which is known by the name of the Parents Circle, the Israeli-Palestinian Bereaved Families for Peace, which is probably the only organization on earth that does not seek new members.
On the 4th of September 1997, just a few days before Yom Kippur, it was the first day of school. Two suicide bombers, Palestinians, blew themselves up in Ben Yehuda Street in the center of Jerusalem. At first, when you hear about the explosion, you keep hoping that maybe this time this finger will not turn towards you. And you go from hospital to hospital, from police station to police station, many long and frustrating hours until eventually, very, very later that night, you find yourself in the morgue in Abu Kabir. And this finger is stuck right between your eyes, and you see this sight which you will never, ever be able to forget for the rest of your life. Why did it happen? How could such a horrible thing take place? What can cause someone to be that angry, that mad, that desperate and hopeless, that he's willing to blow himself up with 14 years old little girl? And then the most important question of them all, what can you do personally in order to prevent this unbearable pain from other people, from other families? All I can tell you is that from that moment on until today, I devote my life to go everywhere possible, to talk to anyone possible, people who want to listen and people who will not listen, to convey this very basic and very simple message which says we are not doomed. This is not our destiny to keep on killing each other in this holy land of ours forever. It's not written anywhere. We can change it. And we can break once and for all this endless cycle of violence and revenge and retaliation. And the only way to do it is simply by talking to each other, because it will not stop. Thank you very much for listening. "15 years ago and 1 month, one Israeli soldier shot and killed my 10-year-old daughter Abir in front of her school from a distance of 15 to 20 meters in her head from the back. She fell down, and 2 days later she passed away in Hadassah Hospital where she born. 2 hours later I received my brother Rami and his wife and more than 30 Israeli families who stayed with me 3 days in the hospital until Abir passed away. As I said, we are more than 620 families, and we just want to be partners to prove that we need to share this land as 1 state or 2 states or 5 states. Otherwise, we will share the same land as 2 big graves. The key to move forward is not being sunk in the past. Maintenant, ce qui me pose question, c'est l'après. Qu'est-ce que nous, on va faire de tout ça? Grâce à toutes ces conférences, à ces intervenants, on sent réellement qu'il y a un peu d'espoir finalement. On a vraiment l'impression qu'il y a un pas qui s'est fait en avant, mais de part et d'autre, ensemble, quoi. Et le problème, c'est que ça crée de l'empathie, mais ça crée pas nécessairement du politique. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. On a entendu violence, on a entendu 10 militants, on a entendu beaucoup de choses qui ont fait du bruit. Mais moi, ce que je retiens, c'est le silence politique. Oui, mais non, mais en fait, c'est parce qu'on peut pas vivre ensemble. C'était ça l'argument, on peut pas vivre ensemble. C'est pas un argument. Plaider à chaque fois pour qu'on puisse déconstruire ces panneaux, ces murs, ces non-dialogues. Non, en fait, je crois qu'il faut arrêter avec cette histoire de solution, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais il y a des actions. Et on a vu pendant 9 jours des gens qui agissent. Je pense vraiment qu'on a tous besoin de parler autour de nous de ce qu'on a vécu et comment est-ce qu'on pourrait être plus utile, plus efficace dans nos communautés, dans notre pays,
en fait, quels sont les espaces de société civile ou les espaces de politique alternative qui existent ou qui sont en train de se créer. C'est le commencement finalement, c'est pas la fin, c'est le commencement de quelque chose. Je pense que là, nous avons une part de responsabilité qu'il faudra essayer de s'engager au maximum. Tout